Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas de soucis techniques. C'est des choses qui peuvent arriver quand on gère ce genre d'événement, mais là, je pense que tout va bien et que tout fonctionne bien. Alors, bienvenue à tous pour ce septième webinaire organisé par CNAM Entreprise. Aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité d'avoir avec nous Anne Denelin. Bonjour Anne, bonjour Bonjour. à également tous les participants. Alors, vous Également. avez été très très nombreux à vous inscrire pour ce septième webinaire dont vous voyez le titre, hein, un webinaire enfin, dans l'actualité, un webinaire qui a suscité beaucoup d'intérêt et donc beaucoup d'inscriptions, ce qui est une très bonne chose. Et Anne, donc, vous allez nous éclairer sur ce sujet entre l'éthique, l'innovation, l'intelligence artificielle. On a hâte de vous écouter et d'en apprendre beaucoup sur ce sujet, je pense, qui laisse peut-être un certain nombre d'imperfections dans nos connaissances et qui demande à être mûrir. Alors, avant de vous donner la parole, Anne, quelques mots sur vous. Donc, Anne, depuis plus de 25 ans, les entreprises, aussi bien enfin, dans le secteur privé, mais également les administrations, vous font confiance pour les accompagner dans le pilotage de leurs projets digitaux sur différents outils numériques, notamment dans la formation des adultes. Vous êtes experte et experte reconnue dans le domaine du digital learning, notamment dans toutes les questions liées à l'accompagnement de projets numériques, du présentiel enrichi au blended, et notamment avec les IA génératives. Vous êtes également professeur associé au CNAM et vous intervenez dans le cursus, là encore très connu, responsable de projet formation. Alors, quelques éléments avant de vous donner la parole. Ce webinaire durera à peu près 45 minutes. Donc, nous aurons une présentation d'à peu près 30 minutes et puis quelques minutes seront réservées aux questions-réponses. N'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition. Donc, on a volontairement coupé vos caméras et vos micros. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation d'Anne, n'hésitez pas à nous faire part justement de ces questions que nous traiterons en fin de séance. Donc, ce webinaire est enregistré. On aura le plaisir de vous diffuser l'enregistrement à ceux aux 195 qui se sont inscrits. Sans plus attendre, Anne, je vous laisse la parole et puis je la reprends à la fin pour modérer justement les différentes questions et les différentes interventions. Merci Mohamed. Donc bonjour à tous. Là, nous allons parler d'un sujet un peu sur l'éthique et l'innovation pour la pratiquer sans dérive avec des IA génératives. Pour parler d'éthique, là, j'ai affiché à l'écran un petit nuage de mots là comme ça pour qu'on parle tous de la même chose. Qu'est-ce qu'on mettait derrière éthique, hein, qu'on soit bien calé sur ça. Et donc, pour commencer, en fait, je vais vous donner juste les points abordés. Donc, on va parler, est-ce qu'une IA peut être éthique, hein, la première question. Quels sont les risques éthiques associés aux IA d'aujourd'hui? Donc ça, on va vraiment développer cette partie-là. Comment la rendre plus transparente et responsable, cette fameuse IA? Comment anticiper et gérer les risques que ça peut générer? On va voir quand même que c'est pas si facile que ça, c'est pas aussi évident que ça. Comment s'assurer que les algorithmes utilisés dans les entreprises, problème de conformité, d'éthique, est-ce que c'est légal et autres? Vous aurez quelques éléments en réponse à cette partie-là. Et puis, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour les entreprises? Et voilà, voilà le planning un petit peu de notre cadre, enfin de ce qu'on va aborder un peu pendant ces 30 minutes. Et donc, juste pour qu'on soit un peu au clair aussi, c'est vous donner un peu les pourcentages un peu d'utilisation à l'échelle mondiale des IA. Donc là, de quoi on parle? Savoir un peu sur quel cadre l'on est. Donc là, ici, j'ai bien fait attention à mettre le drapeau canadien maintenant à côté. On ne parle pas que des États-Unis. Hein, on va rester correct sur ça aussi. Donc 59% d'utilisation aux États-Unis, hein, sur le continent nord-américain, 42% en Europe et 60% maintenant, ça soit l'Inde ou la Chine. Et je vous ai mis un peu en dessous les IA qui sont concernés, un peu les IA génératives dessus. Donc ChatGPT qui est avec OpenAI, Gemini qui appartient à Google, Perplexity, Claude. Il y a aussi Meta qui va arriver, il y a celle de Apple qui va arriver. Donc vous voyez, là on est vraiment sur des solutions vraiment nord-américaines. Et Copilot, je l'ai mis un peu entre les deux parce qu'il est posé aussi sur des serveurs européens. Donc, on aura l'occasion de parler un petit peu par rapport au RGPD ou à l'IA Act. On abordera un peu ça. Donc, après, il faut voir. Mais c'est vrai que quand les États-Unis demandent avoir des informations, une entreprise américaine est censée leur donner au gouvernement. Donc, c'est pour ça que je mets un peu entre les deux. Hein. Mistral, qui est la solution européenne.
hein, on aura l'occasion aussi de voir un peu cette point-là. Et puis, pour l'Asie, le continent asiatique, un peu, il y a DeepSeek qu'on a entendu parler très récemment, hein, qui est une IA générative. Il faut savoir que les informations partent en Chine à ce moment-là. Hein, et Quan, qui est celle de Alibaba, hein, qui est un des milliardaires chinois. Et pour vous donner un peu une comparaison, alors je n'ai pas les sources, hein, maintenant, on verra pourquoi c'est un peu plus sécurisé maintenant. Je n'ai pas réussi à savoir d'où venaient ces sources-là. J'avais celle de 2023 pour vous donner une idée. On était 40-45%, 25 à 30% en Europe, et ici 30 à 35% pour la Chine. Et là, j'avais les sources, donc ce n'était pas complètement faux. Ces chiffres-là m'ont été communiqués par des IA, hein, en fait, dessus. OK. Donc, c'est pour vous présenter un petit peu, donner l'échelle, un peu sur ça. Et ici, c'est un peu qu'est-ce que font les entreprises, qu'est-ce qui est fait dans les entreprises quand on utilise des IA. Il y a le télétravail qui est utilisé pour ça. L'augmentation des transactions, l'utilisation des plateformes, que ce soit des plateformes pour du visuel, pour de la vidéo, que ce soit aussi pour faire du texte, en fait du textuel dessus. Hein. Et puis l'utilisation pour les robots, nos fameux petits objets connectés qui servent à ça aussi. Hein. Donc voilà un peu comme ça les 3 grandes tendances. Ça, c'est en 2023. Ça n'a pas bougé beaucoup depuis. Hein. Ça se renforce, mais c'est tout. Donc là, je vais vous donner la main un petit peu pour voir un petit peu identifier vos principales critiques sur les algorithmes des IA. On va prendre 3 minutes à peu près, le temps que vous répondiez. Je vous ai mis où était conversation pour que vous puissiez écrire dessus et que je vois un petit peu. Alors, je ne mets pas d'outils spécialement pour ça parce que comme il y a des gens qui sont en extérieur, ils n'auraient pas forcément accès à cet outil-là pour faire un nuage de mots en temps réel. Donc, je n'ai pas pris de risque. On va rester sur conversation pour être plus simple. Est-ce que tout le monde a bien le son? J'espère. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Prends 2-3 minutes pour ça. Vous pouvez taper dans conversation les hallucinations. Oui. Les biais. L'environnement. Fiabilité. Mesuration intellectuelle. Sécurité des données, oui. Sécurité, oui. Confidentialité, d'accord. Confidentialité. Les sources, oui. Une bonne remarque aussi, les sources, oui, oui, oui. Manque d'explication, oui. Manque d'explicabilité. Voilà, OK. Bon. Risque de pensée, oui, la pensée unique, oui, oui, oui. Ça, c'est. On formate. Uniformisation banale, oui. Confidentialité des données, d'accord. Certaines fonctions non opérantes, oui. Exactitude, tata, comme des cas norvégiens, une personne accusée du meurtre de ses enfants. Ah, alors ça, j'ai pas lu cet article-là. La censure, oui, oui. Le thème généré, d'accord. Donc là, je vous propose, alors j'ai un écran un petit peu reprenant, ça ne reprend pas exactement les plaintes déposées par, alors j'ai regardé ça, être suffisamment formé pour l'utilisation, oui. Style empathique, ouais. Oui, oui. Style empathique, les plaintes déposées par, alors j'ai pas vu ça. Peut-être l'absence d'accès de pensée, du moins cela peut être limitant. Oui, c'est comme on lui a appris. 1984, l'absence d'accès à la pensée de moi être limitant l'assignation de l'IA, créer de faux meurtriers d'enfants, oui, oui, oui. Bien.
Bon, je vois qu'on peut commencer. Vous avez déjà pas mal d'informations sur le sujet. Donc, en fait, les principales critiques qui ont été faites sur l'IA, je généralise un petit peu, c'était son opacité. Un petit peu, on ne sait pas trop comment ils trouvent ces informations. Hein. Les bulles de filtre aussi qui sont proposées, les filtres qui sont posés. Donc, ça, on aura l'occasion d'en parler juste après. L'impact sur l'emploi, là, vous ne l'avez pas mis aussi, mais c'est la suppression de postes qui arrive et on en voit des massives sur un certain continent. Le manque d'empathie qu'il peut y avoir aussi, même s'ils y travaillent beaucoup sur ça, sur l'empathie qui peut être mise là-dessus, sur les émotions. Mais attention à ça, on a vu aussi des applications un peu se développer, qui ne sont pas développées en Europe. Il y avait un film qui a été fait sur ça, sur R, H-E-R, le film comme ça, où c'est un homme qui parlait à un robot, qui pensait qu'il était tombé amoureux de son robot, justement, d'IA. Le son n'est pas très bon. Comment je peux l'améliorer? Est-ce que là, le son est mieux? Oui, merci Anne. Voilà, je vais rester beaucoup comme. Non, pas de problème. Donc, du coup, je suis collée au micro, mais ce n'est pas grave. Donc, ensuite, la consommation d'énergie, vous voyez aussi l'impact écologique que ça peut avoir, même si on y travaille beaucoup sur ça. Il y a vraiment une réflexion sur ça, mais oui, c'est une consommation d'eau, ça consomme 5 fois plus d'électricité. Il y a un vrai souci là-dessus. L'usage abusif et la surveillance de masse qu'il peut y avoir, on le voit notamment sur l'Asie, en fait, ce que propose la Chine. Hein. Les défaillances et les erreurs imprévisibles, ça, il y en a. Réduction de comportements passés aussi. Reproduction de comportements passés, ça veut dire qu'on peut refaire l'histoire et pas forcément la meilleure. Les boîtes noires, donc c'est ce qu'on appelle les manques de transparence un peu là-dessus. On ne sait pas d'où viennent les informations. C'est la complexité aussi qui remonte assez souvent là-dessus, c'est de dire c'est trop complexe pour pouvoir les paramétrer, pour pouvoir faire un petit peu bien prompter, quoi. En fait, ça va être ça. Puis les biais, les discriminations. Donc on rejoint un petit peu ce que vous avez dit, hein, mais voilà, on va aborder un petit peu tout ça par rapport dans les sujets que l'on va traiter. Et pour nous aider là-dessus, en fait, pour répondre à la première question qui est une IA peut-elle être éthique? C'est les recommandations de l'UNESCO. En fait, pour elle, une IA éthique, elle est éthique si elle est conçue et utilisée dans le respect des droits de l'homme et des principes éthiques fondamentaux. Donc, cela nécessite une approche basée sur la transparence, on le voit ici, l'équité, hein, la responsabilité humaine aussi, et donc on ne s'affranchit pas de ça dans le contrôle des systèmes d'IA. Donc la responsabilité, c'est un vrai souci dans les IA, ça va être quand c'est l'IA qui l'a dit, qui est responsable? Est-ce que c'est le salarié ou la personne qui a pris l'information qui l'a reproduit, ou est-ce que c'est l'IA? Donc ça, je veux dire, on se cache un peu derrière. Hein. Mais on peut reprendre le même exemple. J'ai un exemple très souvent avec les caissières de supermarché. Les caissières de supermarché, on a supprimé dans certains centres, dans certains magasins, en fait. Et ils y reviennent, en fait, parce qu'ils remettent des caissières, parce qu'ils s'aperçoivent que les individus, quand ils font leurs courses, ils peuvent plus facilement cacher des choses dont il y a plus de vol, entre guillemets, parce que en fait, ils n'ont pas l'impression de voler puisque c'est une machine qui est en face. Quand c'est un humain, ils hésitent plus facilement. Et c'est la même chose sur les IA, en disant si c'est une IA, est-ce que je peux tricher ou pas? C'est un petit peu une question de comportement derrière ça. Et donc, cette partie-là, et donc les risques qui sont associés à l'IA aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la discrimination et les biais algorithmiques. Hein. Donc, le danger qu'on va avoir sur ça, c'est vraiment la violation de la vie privée. Donc, si on prend la discrimination, ils peuvent reproduire, amplifier des discriminations existantes. Je donne l'exemple aussi là des IA qui étaient aux États-Unis quand il y a eu l'affaire George Floyd, qui était en fait de dire les systèmes d'IA américains dans la police identifient essentiellement des populations noires, quoi. Donc, attention à ça, quoi. Ensuite, la violation de vie privée aussi, hein, collecter des données personnelles et puis entraîner la violation de la vie privée si les données ne sont pas traitées de façon sécurisée et transparente. Donc, on voit cette partie-là. La manipulation, la désinformation. Voilà, les deepfakes, hein, je crois qu'on commence à en voir aussi pas mal, nous, sur nos réseaux sociaux, hein, sur ça. Pour l'instant, peut-être avec humour pour certains, mais je ne suis pas sûre. Et si vous avez eu l'occasion de voir, c'était sur France 5, qui a eu sur France 5, il y a eu comment les IA ont influencé les réseaux sociaux aux États-Unis. C'est assez nauséabond, quoi, je peux le dire. Hein, moi, j'ai mis plusieurs temps à le voir parce que c'était quand même, ils y allaient, quoi. Hein, donc, les deepfakes et toute cette partie-là de désinformation, c'est quand même inquiétant. Ensuite, il y a les pertes d'emploi, les impacts sociaux que ça peut avoir. L'automatisation par l'IA, elle peut entraîner des pertes d'emploi qui soulèvent des préoccupations quant à l'impact social et économique sur les communautés. Là, on le voit un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, un peu avec ce qui se passe. En meilleur exemple, malheureusement, pas les meilleurs, mais c'est cela. Et la responsabilité et la transparence, les décisions prises par les systèmes d'IA peuvent être difficiles à expliquer. Donc, on parle un peu d'opacité tout à l'heure, hein, ce qui rend difficile l'attribution de responsabilité en cas d'erreur ou de discrimination. Vous voyez, on revient sur la responsabilité aussi sur ces points-là. Et en fait, ces risques nécessitent une attention particulière pour garantir que l'IA est développée et utilisée de manière éthique et responsable. Donc, c'est vraiment dans notre sujet d'aujourd'hui. Hein.
Donc là, ici, pour vous donner un petit peu quels sont les risques de l'IA aujourd'hui, c'est un peu de vous parler un petit peu de ce qui se passe un peu sur ça. Donc, il y a les biais techniques. Je vais vous parler un petit peu des biais là-dessus. Donc, les risques de biais à chaque étape, on les voit un peu, que ce soit management, développement, collecte des données, les algorithmes sont là au milieu. Donc, il y a des données, les données émises, techniques, base de données, sélection. Puis, il y a des biais de société, économiques, cognitifs, émotionnels. Là, c'était un document sorti par l'Institut Montaigne qui explique vraiment cela, quoi. Et donc là, si je vais un peu plus dans le détail, ici, ça va être biais algorithmique. Les sources de biais, ça va être les données d'entraînement, parce que c'est des machine learning, la machine, elle apprend. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Les inclinaisons inconscientes aussi des développeurs. Est-ce que le développeur, lui, est bien sensibilisé au sujet ou pas? Où est-ce qu'il fait bêtement ce qu'on lui dit de faire, des fois, et qu'il n'a pas un regard critique aussi? L'analyse critique va être très importante aussi sur ça. Il y a les catégories de biais, donc des biais de sélection, les biais de confirmation et les biais d'algorithme. Donc, est-ce que ce sont des données non représentatives? Est-ce qu'il y a la confirmation des hypothèses préexistantes? Ça, c'est à voir. Choix de la sélection du modèle et des paramètres. Donc là, ici, il y a des décisions à prendre. Et puis, les conséquences que ça peut avoir, des décisions et des prédictions injustes, des renforcements de stéréotypes et la discrimination de certaines catégories d'individus. On peut comme ça stigmatiser comme ça plusieurs personnes. Donc, on s'aperçoit vraiment que ces risques-là, éthiques, sont quand même importants. Hop. Là, j'ai une autre explication à vous donner. Alors, je l'ai faite un peu avec Perplexity. Alors, est-ce que vous allez voir que quand on se sert de NIA, on doit le dire en principe. Donc là, je vous dis un peu que j'ai travaillé avec ça pour avoir d'autres schémas pour que ça soit parlant pour tout le monde. Donc, les biais d'algorithme, donc les biais de sélection, les biais de données, par exemple, biais de sélection, de représentation historique et d'échantillonnage. On retrouve un petit peu la même logique que quand on fait une enquête, quand on fait on veut sortir des statistiques derrière. Si l'échantillonnage est mauvais, on n'a pas eu on a des biais derrière aussi. Donc, ça fait que reproduire ou amplifier ces mauvais comportements. Biais de modèle aussi, d'agrégation, d'omission, d'évaluation. Puis les biais d'utilisation, le biais social, le biais de présentation et les biais temporels. Voilà. C'est quand même, j'ai des points comme ça avec les risques de biais qu'il peut y avoir. Et là, c'est un schéma qui peut paraître un peu barbare, mais pour vous dire un petit peu qui reprend les choses dans la chaîne, c'est de dire ici mes biais historiques, je commence avec ça, la création de mes datas. Ensuite, j'ai la population, comment je la cible. Là, j'ai un problème d'échantillonnage peut-être. Puis ici, après la population, j'ai des biais après peut-être de discrimination qui sont ici. Qu'est-ce que je fais derrière? Puis après, ça génère. J'ai l'évaluation des biais, si elle n'est pas bien évaluée derrière, ça part. Et ça part en vérité vraie, en fait, derrière. Et là, c'est un peu l'inconvénient. Donc, c'est un schéma un petit peu barbare, mais qui est assez logique. Alors maintenant, je disais tout à l'heure, quels sont les risques éthiques associés aux IA? C'est toujours le shadows IT ou l'informatique fantôme. Ça désigne en fait des personnes qui utilisent en fait des IA dans l'entreprise et qui ne le disent pas. Donc, ne pas le dire, c'est en principe, quand on s'en sert, on le dit. C'est une question aussi de transparence. On va revenir aussi sur ces points-là. C'est quand même assez important. Et puis, le salarié doit respecter des règles. Il faut savoir que l'utilisation de l'outil intelligence se démocratise auprès du grand public. On l'a vu, c'est 68% maintenant des gens en France qui l'utilisent, des salariés français, et ils l'utilisent pour certains sans informer leur direction. Donc, c'est un vrai souci, puisqu'en fait, ces shadows IA, en fait, c'est l'utilisation non autorisée et non contrôlée de l'IA par des collaborateurs dans le centre de leur mission professionnelle. Ça veut dire que derrière, il y a des statistiques qui disent que 40% des salariés utilisent l'IA et s'approprient les résultats, et s'approprient le travail de l'IA sans en informer son employeur ou ses collègues. Donc, ça pose un vrai souci. On trouve à 40%, on peut faire aussi un parallèle avec le piratage informatique, où on sait qu'à 30%, ça vient, dans les entreprises, ça vient de l'intérieur de l'entreprise. Donc, après, c'est à trouver. Donc, c'est des comportements un peu, qui sont mal canalisés sur ça. Ensuite, le salarié, il y a des règles qui seront définies par la réglementation qu'on va voir juste après. Puis la DSI aussi, le centre, la direction des services informatiques de l'entreprise, doit à sa propre réglementation parce qu'elle est aussi responsable par rapport à ça. Donc, il y a une obligation de sensibiliser et former les collaborateurs au risque de l'utilisation de l'IA, mais aussi anticiper l'inclusion de l'IA dans l'environnement de travail du collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a une charte numérique à enrichir avec les IA derrière, quoi. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, ici, avec comment les rendre plus transparentes et plus responsables. Pour rendre transparentes et responsables, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de traçabilité et d'explication des décisions prises par les systèmes d'IA. Ensuite, les entreprises doivent informer les personnes concernées sur l'utilisation de leurs données. Là, c'est une obligation de transparence sur ça.
Donc, c'est vraiment garantir qu'elles respectent les droits humains et la liberté fondamentale. Donc, on retrouve la charte de l'UNESCO. Hein. Ici, la transparence dans le développement et l'utilisation de l'IA est cruciale pour instaurer un climat de confiance. Là, vous voyez, il y avait tout à l'heure, vous parliez aussi dans les commentaires, tout à l'heure en réagissant, en disant qu'il y avait un problème comme ça de transparence qui était derrière. C'est vrai, comment leur faire confiance aux IA, est-ce que c'est bon ou pas? Même quand vous interrogez ChatGPT, il dit l'IA peut se tromper, quoi. Il y a même des fois, sur les sources, on est assez étonné de voir les sources qui peuvent sortir. Comment les anticiper à ce stade? Mettre une gouvernance en fait solide en place, hein, ça va vraiment être une préconisation dessus. Hein. Pour les anticiper, il est nécessaire d'identifier les potentiels biais. Quels sont les biais qui sont précis? Il n'y a pas de formule standard, en fait, c'est chaque entreprise qui doit réfléchir par rapport à ça, chaque organisation qui doit réfléchir aux risques et biais et des erreurs au stade de la conception qu'ils ont à avoir. Et d'améliorer, de faire une amélioration continue derrière, donc les corriger éventuellement pour des nouveaux qui arrivent et autres. Donc, la gouvernance de l'IA, il y a des audits réguliers à mettre en place, des mécanismes de contrôle pour atténuer les risques. Donc, il y a un groupe de travail à mettre, il y a des choses à réfléchir. Et puis, les entreprises doivent également former leur équipe à reconnaître et aborder ces risques éthiques. Donc, c'est vrai que ça vient de nouveau à charge, comme ça, à réorganiser un peu autour de cette problématique. Donc là, comment les anticiper? Les stratégies pour y parvenir, on a quand même plusieurs points qui sont possibles à aborder. Donc, dans la transparence des algorithmes, l'explicabilité, hein, ce que mettait tout à l'heure un de vos collègues en commentaire, c'est l'explicabilité. Développer des modèles IA qui peuvent expliquer les décisions de manière compréhensible pour les utilisateurs. Documentation qui est possible à mettre, c'est de fournir une documentation claire et fonctionnelle de fonctionnement sur les algorithmes, y compris les données utilisées pour l'entraînement et les critères de décision. Ensuite, on a l'éthique et la gouvernance. Les cadres éthiques, c'est mettre en place des cadres éthiques pour guider le développement de l'utilisation de l'IA. Comité de surveillance, créer des comités indépendants pour surveiller l'utilisation de l'IA et garantir qu'elle respecte les normes éthiques. La responsabilité, ça va être l'auditabilité, hein, c'est de mettre en place des mécanismes pour auditer les systèmes d'IA et vérifier la conformité aux normes éthiques et légales. Donc, on est dans un souci de transparence vraiment dans tout ça. Hein. Et puis, la responsabilité légale, ça va être de définir qui est responsable en cas de préjudice causé par un système IA. Donc, j'en parlais tout à l'heure de la responsabilité on ne pense pas être responsable quand on utilise une IA. Et puis, la participation des parties prenantes, c'est les communautés, impliquer les parties prenantes, utilisateurs finaux, sur le développement aussi, et l'évaluation sur l'évaluation dans les systèmes d'IA. En feedback, c'est mettre en place des canaux pour recueillir les retours des utilisateurs et les intégrer dans l'amélioration continue des systèmes. Donc, c'est des choses qu'on connaît déjà, un peu de mettre en place de l'amélioration continue, des plans de continuité, un peu comme ça. Dans l'éducation, ça va être former les développeurs aussi. Hein. Tout à l'heure, les développeurs, ils peuvent aussi créer des biais. On l'a vu dans le schéma tout à l'heure. Hein. Le biais, il peut aussi avoir, lui, ses propres croyances aussi qui peuvent être derrière. Donc, ça va être de développer des formations pour les utilisateurs et le grand public sur les applications éthiques de l'IA. Ensuite, la sensibilisation, on voit l'avant-dernier point, c'est promouvoir la sensibilisation aux biais potentiels dans les données et les algorithmes. On en parle en ce moment. Hein. La réglementation, ça va être de respecter les normes et les lois, établir des normes et des lois pour réguler l'utilisation de l'IA en veillant à ce qu'elle soit appliquée de manière équitable et transparente. Et là, on va en parler tout à l'heure de ce qu'on a à disposition. On est bien équipé pour l'instant en Europe. Et puis équité, élimination des biais, travailler activement à l'élimination des biais dans les données et les algorithmes pour garantir l'équité. Et l'accessibilité, ça va être assurer que les technologies IA sont accessibles à tous, y compris les groupes marginalisés. Donc, on n'exclut personne. C'est vraiment. Alors, l'inclusion va être importante sur ça aussi. Hein. Ici. Donc, éducation, sensibilisation, équité. Je reprends un peu comme ça pour qu'on soit dessus. Alors, voilà ici, je parlais comment on a des protections qui sont dessus. Donc, on a le RGPD, en fait, qui est en place depuis mai 2018, en fait. Hein. On ne récolte pas des données, on ne récolte pas. Il faut qu'on soit transparent sur ça, donc être en conformité avec le RGPD. On a vu arriver après le Digital Service Act et le Digital Market Act là-dessus, qui protègent un peu les données qui doivent être hébergées sur les serveurs Europe et qui ne doivent pas partir n'importe où. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est mis en place et qui nous protège. Sur ça, on ne laisse pas fuiter nos données pas n'importe où. L'IA Act qui arrive, qui va être mis en vigueur prochainement, mais qui va être mis en application en août 2025. Donc ça va arriver très prochainement là-dessus pour l'application des règles, des modèles d'IA et des usages généraux. Donc on va voir comme ça des choses qui vont arriver. Et puis on aura aussi, je parlais tout à l'heure d'accessibilité pour tous, ça sera aussi, il y aura aussi pour le juin 2025 aussi l'accessibilité
numérique aussi qui sera proposé dessus. Hein, donc, vous voyez, on a vraiment entre le RGPD et l'IA Act, c'est vraiment ce qui nous concerne principalement là, par rapport à. On a vraiment des points qui nous protègent. Et l'IA Act ennuie beaucoup comme ça les États-Unis. Hein. Ça, on sait que ça leur pose un vrai souci. Hein. Alors, comment s'assurer que les algorithmes utilisés sont conformes? Il y a eu 4 niveaux de définis dans l'IA Act. Il y a le risque minimal, donc ici, on a suite sur les IA génératives, hein, ici. Je commence celui-là. Celui-là, c'est la transparence, la documentation, l'évaluation des données, des risques systémiques. Voilà. On est sur quelque chose d'assez bon. On est sur les IA génératives, ici, en gros. Hein. Alors ici, le minimal, ici, c'est les autres IA. Ça va être tout ce qui est sur les jeux vidéo, des filtres à spam, par exemple, aussi. Il y a aussi l'obligation de communiquer sur ça. Ensuite, on arrive aux exigences renforcées. Ici, c'est les infrastructures critiques, les services publics et privés essentiels, la santé, la justice. Je cite vraiment la santé et la justice parce que là, il y a vraiment des choses à faire très attention sur ça. Dire nos données ne doivent pas partir n'importe où. Hein, parce que c'est vraiment, on voit les cyberattaques pour ça, c'est pas si neutre. Les systèmes biométriques également. Et on a également aussi les systèmes utilisés pour le recrutement et pour les usages répressifs. Donc ça, ça commence à poser des questions ici. Et ici, il y a ce qui est interdit. Donc c'est tout ce qui va être manipulation des comportements, exploitation de la vulnérabilité des personnes, ce qu'on peut voir un peu sur les réseaux sociaux, par exemple. La notation sociale, je pense au crédit social, par exemple en Chine, sur ça. Ensuite, les notifications biométriques par les services répressifs à distance, en temps réel, dans les espaces d'accessible public. Transport en commun, par exemple, est-ce qu'on doit rentrer, est-ce qu'on doit avoir une reconnaissance sur ça? Ça, c'est un souci. La reconnaissance faciale aussi, qui n'est pas autorisée. Hein. Et puis, la police prédictive. Attention à ça, je veux dire, on peut aussi stigmatiser comme ça des personnes. Donc là, voilà, tous ces points-là. Donc vraiment, le risque inacceptable, il est là. C'était la CNIL qui avait proposé ça par rapport à l'IA Act. Alors ici, ça va être comment s'assurer les algorithmes ici pour la transparence, comment ils sont conformes à la réglementation, la transparence, documentation et traçabilité. Alors vous avez des outils qui existent, il y a LIM, il y a CHAP aussi qui existe pour ça, pour utiliser des outils et pour expliquer les décisions prises. Alors je ne les connais pas personnellement parce que je n'ai pas accès à ces systèmes-là, mais ils servent à définir un petit peu avec les machine learning, à dire un peu ce qu'on va faire, et c'est un document qui trace en fait. Ensuite, pour la gouvernance algorithmique, c'est mettre en place une gouvernance solide. Sur ça, donc ça veut dire les entreprises, c'est former ses collaborateurs, on en a parlé tout à l'heure, sur les enjeux éthiques et également sur les algorithmes. Ça, c'est vraiment un point important. Et comme on doit communiquer quand on utilise une IA, vous voyez, je dis que j'ai travaillé ça en collaboration avec Perplexity pour avoir un peu des sources parce que je n'avais pas les outils, je ne connaissais pas cette partie-là. Et donc ensuite, on va avoir la conformité. Il y a 2 fois celui-là, d'accord. Excusez-moi. Ici, la conformité réglementaire, on retrouve le RGPD, l'IA Act, donc vraiment s'appuyer sur ça. Réaliser des analyses d'impact sur les systèmes à haut risque, comme le recrutement et l'évaluation de crédit aussi. Ça aussi, ça va être important sur ça. Ensuite, l'audit des données aussi régulièrement, donc ça veut dire qu'il faut le faire. Et puis s'assurer que les données utilisées sont diversifiées afin d'éviter les discriminations. Là, c'est vraiment le risque qu'il y a là, c'est le problème d'échantillonnage. Ensuite, s'assurer que la collaboration avec des experts, pas hésiter à collaborer avec des juristes, des éthiciens, des data scientists pour naviguer dans le paysage réglementaire, parce que là, c'est quand même assez complexe quand même là-dessus. Donc, on n'a pas encore toutes ces compétences dans l'entreprise forcément, donc pas hésiter à externaliser ses besoins. Et puis, en adoptant ces entreprises, en fait, on peut garantir que les algorithmes soient plus conformes aux réglementations éthiques et légales. Et puis d'avoir surtout une culture de la responsabilité numérique. Ça va être quelque chose aussi d'important à développer. Et là, en fait, c'est quelle action on peut mettre en place pour définir un peu tout cela. C'est d'avoir en premier étage de diffuser un peu, il y a 4 niveaux un peu. Et la gouvernance partagée, droit et devoir, ne pas oublier les droits et devoirs dans le cadre de l'entreprise, c'est la responsabilité et puis le respect du cadre légal. On est vraiment sur ces points-là. Former les collaborateurs, les acteurs, savoir prompter, ça c'est aussi important, savoir bien prompter, ça sera encore bien, et puis après de s'améliorer vraiment dedans, mais ça c'est important, pour ne pas prendre pour argent comptant ce qui a été dit aussi par une IA, c'est important aussi parce qu'il faut vérifier ses sources et développer aussi une analyse critique. Ça va être très très important ici parce que ce n'est pas forcément la vérité vraie qui arrive. Et puis le changement de posture que ça peut générer aussi derrière. Ensuite, il y a la définition des usages, définir les besoins, définir la mise en place, définir la diffusion, comment on va le mettre en place. Donc, on a vu un petit peu ça, la gouvernance, faire 20 comités d'éthique, créer ça à l'interne et autres, d'échanger.
Et puis définir la diffusion aussi, de savoir comment on va diffuser, comment ça va être diffusé, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, quitte à revoir sa copie pour reparamétrer un peu derrière, quoi. Et puis l'intégration technique après dedans, la mise en application. Donc c'est vraiment sur ces points-là que l'on peut comme ça travailler. Hein. Et donc ici, hop, on arrive en conclusion. En fait, ça va être de faire évoluer les compétences et la littératie numérique, quoi. Donc ça veut bien dire qu'il faut protéger. Donc protéger un peu l'éthique et transparent derrière, former, il y a quoi, passage obligatoire par rapport à ça, et professionnaliser pour ceux qui savent utiliser, qui l'utilisent un peu sauvagement. Là, je pense aux Shadows IT, par exemple, là-dessus, les professionnaliser en appliquant sur les risques que ça peut générer, l'engagement que ça fait pour l'entreprise concernée. Et voilà. Donc, quand je parlais tout à l'heure de données qu'on n'avait pas, vous voyez, entre le premier slide que je vous ai proposé tout à l'heure avec la map monde, un peu avec l'utilisation des IA dans le monde, la version 2023, j'avais les sources qui étaient citées. Là, j'ai demandé à voir les sources, je ne les ai plus. Donc, je pense qu'eux ont protégé leur IA pour la confidentialité ou sur ça. Donc, on commence à avoir comme ça des choses qui arrivent. Et puis, en fait, ne pas oublier quand même que l'utilisation de l'IA, c'est une question de comportement avant tout, quoi. C'est vraiment sur ça, avec comment chacun s'engage dedans. Et donc là, si vous souhaitez aller plus loin, sachez qu'il y a l'UNESCO, pour récupérer son guide, il y a la CNIL qui donne des informations, qui informe aussi sur ça, le RGPD, l'Intelligence Act qui existe ça aussi. Et puis pour vous aider, pour vous former, en fait, pour être plus sensibilisé à ça, vous avez l'école du numérique et de l'IA du CNAM Entreprise, et du CNAM, pardon, et le CNAM Entreprise ici, comme ça, qui fait ça. Il propose aussi des formations sur mesure si vous avez besoin. Et donc ici, là, je vous donne la parole maintenant. Donc là, maintenant, on va suivre un peu le fil de la conversation pour pouvoir être avec vous. Merci. Merci pour cette présentation, Anne, très, très complète, qui effectivement nous éclaire beaucoup plus justement sur cette question de la déontologie et de l'éthique, justement, dans l'utilisation de l'IA. Alors, il y a eu quelques réactions, quelques questions. On commence tout de suite par la question d'Hubert, qui demande si l'IA Act a-t-il été ratifié, parce qu'il entendait, ou en tout cas il avait vu qu'il y avait plusieurs pressions pour réduire sa substance, ou en tout cas faire en sorte qu'il soit plus édulcoré. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Il a été ratifié, puisque là, il entre en vigueur là maintenant. Donc, il y a eu des aménagements de fait, mais il y a des points sur lesquels on ne cédera jamais. Ça sera sur la discrimination, ça sera sur l'éthique. Enfin, c'est vraiment, ouais. Là, il a été aménagé dans toute la conduite du projet qui a été faite, puisque la dernière présentation a été faite à l'Élysée. Et donc là, maintenant, non, c'est fait, c'est officiel, ça commence, quoi. Après, ça va être dans chaque entreprise, un peu dedans, de voir à quel niveau ils sont concernés, quoi. Super, merci. Alors, il y a Manel en fait qui souhaite savoir si la reconnaissance faciale pour fiabiliser l'identification des patients et d'éviter les risques d'erreur, comment encadrer tout cela? Comment encadrer justement cette reconnaissance faciale pour limiter ce risque d'erreur, pardon. Et puis les outils d'analyse d'impact disponibles. Alors, je ne sais pas si la question est claire. Je pense qu'elle cherche à savoir, mais peut-être que Manel, vous pouvez préciser votre question. C'est comment est-ce qu'on utilise justement une IA pour développer cette reconnaissance faciale, pour faire en sorte justement qu'on puisse reconnaître le patient ou la personne qui est derrière. Alors, vous savez que pour le patient, en principe, moi je le vois, j'ai vu la semaine dernière, on présente déjà sa carte vitale où il y a la photo dessus et on redonne sa carte d'identité à côté. Maintenant, ouais, ça va être ça. Donc, bon, est-ce que ça suffit pas pour l'instant? Parce que la reconnaissance faciale n'est vraiment pas autorisée, pour l'instant. En Europe, là, c'est pas Voilà, validé. c'est ça. En Europe, Parce que voilà, on ne sait pas où ça va derrière. Quand on voit toutes ces vidéos qui existent, qui partent de TikTok, qui partent en Chine, on peut se poser des questions. Là, eux, ils ont une base de données qui est extraordinaire. Attention à la manipulation derrière qui peut être faite, quoi, notamment les deepfakes après. Effectivement. Les outils d'analyse d'impact. Alors nous, l'analyse d'impact, là, je vois pas trop la question. Là, je vois pas trop. Ouais. Bon, peut-être que Manel peut repréciser sa question. Oui. En attendant, il y a Lise Weiss donc, qui nous pose une question. Elle souhaite savoir si une IA peut-elle réellement être entraînée à être neutre, ou est-ce qu'elle reflètera toujours une certaine vision du monde?
La neutralité, c'est la neutralité de ceux qui ont défini les paramétrages, donc ça reste très subjectif, hein. C'est vraiment sur ça, donc pour ça qu'il faut des contrôles et qu'il y a un cadre quand même légal qui est posé, parce qu'on partait quand même un peu dans du grand n'importe quoi pour certains. Maintenant, est-ce qu'elle peut être neutre? Moi, je crois pas. Je crois pas sur ça, parce qu'en fait, n'oubliez pas une chose, c'est que ce qui n'a pas été numérisé n'existe pas pour l'IA. Donc si on prend l'exemple de la reconstruction de Notre-Dame, il y a toute une partie, bien sûr, il y a eu du jumeau numérique, il y a eu du BIM, des maquettes numériques, il y a eu tout ça. Mais quand les charpentiers ont travaillé sur la ferme, ils sont allés rechercher dans les manuscrits pour retrouver les outils, reproduire les outils. Alors, il y a eu de l'IA derrière après. Mais au départ, ils sont allés rechercher ça parce que c'est pas l'IA qui les aurait aidés, quoi. Vous voyez? Donc c'est Mmh. vraiment ce qui n'est pas numérisé n'existe pas. Ça, c'est un point important à retenir, hein. D'accord. Et donc, c'est vrai que donc dans la continuation, j'ai envie de dire, de cette question, donc une IA peut devenir un objet de manipulation parce qu'en fait, elle définit sa vérité ou la vérité de celui qui la programme. Et de tout ce on lui a appris, en fait, parce qu'il y a le machine learning derrière. Il y a toutes ces machines. Comment elle a été entraînée et qu'est-ce qu'on lui a appris? Donc là, qu'est-ce qu'on lui fait ressortir derrière? C'est vrai que c'est des points importants comme ça à voir, parce que là, on peut complètement, comme ça, stigmatiser des communautés. Et est-ce que alors, à la base, j'ai envie de dire, c'est, des éléments de programmation justement sur le machine ou le deep learning? Ou est-ce que c'est plutôt un encadrement légal qu'on pourrait faire justement sur, cette programmation? J'ai envie de dire, je précise, la question qui va justement dans la continuité des questions qui ont été posées. Est-ce que, puisqu'on parlait d'une réglementation ou d'un encadrement justement de toutes ces IA, est-ce que le cadre peut venir de l'algorithme, c'est-à-dire du deep learning, machine learning, ou est-ce que c'est plutôt dans l'encadrement de ceux qui possèdent l'IA en faisant en sorte qu'il soit plus éthique ou plus déontologique? Ça va être ceux qui proposent les extractions qu'ils veulent avoir, avoir dedans, de communiquer dedans. Quand on prend un paramétrage dans une entreprise, par exemple, ils commencent à avoir ils paramètrent leur propre copilote en interne, ou ils paramètrent comme ça pour que les données restent dans l'entreprise. Il y a énormément de fuites, hein, depuis 2022, hein. Là-dessus, depuis voilà, c'était comporté comme ça, avec disant, bah là, je mets un document confidentiel de l'entreprise pour qu'il me fasse un résumé. Bah, il partait, il allait alimenter le web automatiquement. Donc ça a été aussi du comportement de chacun. Et donc après, pour avoir les extractions dedans et obtenir les informations, bah, c'est aussi des fois border un peu des limites. Ça va être certain. Maintenant, vous voyez, tout à l'heure, je cherchais à avoir une information, obtenir une image, c'est sur ChatGPT, par exemple. Il dit, non, Mmh. non, mais vous pouvez aller, il renvoie, non, non, allez sur Canva le faire. Il renvoie vers une autre IA par rapport à ça. C'était d'avoir un logo avec du rouge dedans pour créer quelque chose dans le visuel du CNAM, vous voyez, que là-dessus. Et c'était non, mais va le faire sur Canva, là. Ne me demande pas ça, quoi. C'était en gros. Enfin, ça va, c'est la patate chaude un petit peu. Non, mais le problème éthique ou les droits là-dessus va ailleurs, quoi, hein. Donc ça va être, elles communiquent entre elles, pour l'instant, elles envoient vers d'autres. Elles ne communiquent pas tant que ça, quoi. Mais oui, c'est un vrai souci dessus pour savoir qu'est-ce qu'on autorise et sur quoi on va le chercher, quoi. Donc on Effectivement. commence Alors à avoir maintenant quelques freins d'information. Ça commence à être un petit peu moins précis, quoi, parce qu'il y en avait qui vendaient leurs guides aussi derrière. Donc, les avoir gratuitement par ChatGPT, c'était pas forcément ce qu'ils préféraient. Mais, c'était vraiment, c'est des points importants maintenant à avoir sur ça, quoi. Oui. Ouais, ouais. merci Anne. Alors un autre point également soulevé par Hubert, je vous lis la question. Avez-vous des éléments sur l'éthique vis-à-vis de l'environnement? Et donc il fait référence à l'usage des minerais, à l'artificialisation des sols via la création de centres de traitement de surconsommation électrique. Question pointue. Alors, c'est un vrai souci. J'ai dit tout à l'heure, hein, ça consomme 5 fois plus d'énergie. C'est vraiment, ça consomme énormément d'eau. Donc là, c'est un vrai problème aussi en ce moment, hein, sur ça. Et donc, mais on peut faire un parallèle avec l'arrivée du smartphone. Quand arrivé dans les années 2000, ça consommait, souvenez-vous des batteries qui tenaient pas longtemps, hein, là-dessus, hein. Il y a eu un énormément de travail qui a été fait maintenant. Voilà, ça s'améliore. Ça ne veut pas dire que ça consomme moins d'énergie, hein, là-dessus. Donc, on a réduit sur l'énergie. Ça ne veut pas dire pour l'instant qu'on a tout résolu comme ça. Mais ça, ils travaillent énormément sur ça. Je sais que la dernière courbe qu'il y avait, de la courbe hype de Gartner, qui disait il y a vraiment, en démarrage, quand vous regardez, il y a vraiment le numérique, le numérique durable, quoi. C'est vraiment une réflexion sur cette partie-là. Parce que oui, tout le monde commence à critiquer ça. C'est, ça va travailler pour nous. Maintenant, il faut responsabiliser les gens aussi en disant bah, attention, quand vous consommez une IA, voilà, pensez à ça, quoi, parce que ça va être des mêmes personnes qui vont dire: «J'ai trouvé ça avec une IA», qui vont te tenir un discours environnemental, des fois, pour certains. Moi, j'ai eu ça des fois, en formation, j'ai: «Oui, mais est-ce que vous avez un abonnement vert sur l'électricité, par exemple? Est-ce que vous avez des choses?» C'est dans le comportement individuel après, comme ça. Mais oui, c'est un souci. C'est une vraie réflexion à avoir, et
tout par IA, attention, jusqu'où on va, quoi. Et puis une fracture numérique aussi. Il ne faut pas qu'on crée des nantis et des démunis, quoi, derrière. Oui, tout à fait. Merci, merci Anne. Une autre question qui est posée par Richard qui demande si les différentes IA sont-elles capables de communiquer entre elles? Bah, tout dépend comment ils s'autorisent, entre eux, quoi, là-dessus, hein. Ça va être, chacun est responsable de son IA. Vous avez vu la carte tout à l'heure, on prend Perplexity, il va pas ouvrir ce qu'il a fait par rapport à ça. Si on prend l'exemple de OpenAI avec Elon Musk, hein, qui cherche à racheter OpenAI parce que son IA est moins performante et que OpenAI, quand il a commencé, il a pu avoir accès à tous les documents de recherche documentaires universitaires et autres, hein. Donc il est très, très bien documenté, ce qui est vrai. Et lui n'a pas eu le droit parce qu'en tant qu'entreprise, il n'avait pas le droit d'avoir ces ressources-là. Donc ça ne communique pas déjà de ce côté-là. Donc pour D'accord. l'instant, non. Je dirais pour Donc, l'instant, non. Mais à surveiller ce qui peut se passer en Chine et ce qui peut se passer aux États-Unis, quoi. donc Mmh. DeepSeek ne peut pas se nourrir de Mistral, qui ne peut pas se nourrir de Non, ChatGPT, par exemple. mais il va se nourrir de tout ce qui est sur le web, par contre. Oui, bien entendu. Bien Voilà, entendu. donc Mais du coup, bah, comme ils ont accès aux mêmes informations sur ça, après c'est comment il est paramétré à l'intérieur, quoi. Mais par contre, par exemple, DeepSeek peut très bien communiquer avec la reconnaissance faciale qui est faite en Chine, peut très bien communiquer aussi avec des conceptions vidéo. Enfin voilà, après, c'est comment ils autorisent ça entre eux, quoi. Ça marche, merci. Alors, d'autres questions également, comme on a un petit peu de temps, notamment pour est-ce que si on utilise une IA, c'est considéré comme étant du plagiat ou qu'on plagie quelque chose? Est-ce qu'on peut plagier une intelligence artificielle? Ça, c'est un premier point de question. Et puis, une autre qui découle de cela, c'est alors dans le monde universitaire que vous connaissez bien, puisque vous intervenez dans les formations de CNAM Entreprise et dans les formations notamment de formateurs pour pouvoir exceller et maîtriser ces éléments-là. Est-ce que lorsqu'on fait l'usage d'une intelligence artificielle, donc vous disiez tout à l'heure qu'on doit le mettre, mais est-ce qu'il y a des logiciels qui nous permettent de quantifier justement l'usage de cette intelligence artificielle dans des mémoires ou dans des travaux, dans des rendus? Est-ce que quand on reçoit un mail, on peut savoir via un logiciel s'il a été généré par une IA ou pas? Alors pour répondre à la première question sur l'image et puis après je ferai sur l'usage aussi derrière, Mhm. le droit une image qui est générée par l'IA n'a pas de droit d'auteur. Si vous modifiez, après si un dessinateur par exemple modifie l'image créée, là de nouveau les droits d'auteur s'appliqueront. Voilà, mais une image générée, donc ça fait du bonheur, Je ça comprends fait du pas. bonheur pour pas mal de personnes. Et maintenant par rapport aux sources, comment savoir si ça a été, identifié? Ils ont essayé d'avoir des logiciels pour identifier le plagiat, ça marche pas si bien que ça. On n'en entend plus beaucoup parler parce que, bah, les IA s'adaptent beaucoup, quoi. Sur ça, ils recitent des textes. Mais, il y a eu l'exemple de Tolkien, hein, il a écrit que 4 livres et qui a un cinquième qui est sorti avec 4 IA différentes, quoi. Donc là, il y a un procès sur ça. Donc ça pose vraiment oui, ça pose des vraies questions sur le plagiat. Oui, oui. Moi, je sais dans le cadre de la formation sur les outils numériques, ils utilisent des IA, ça, moi, c'est complètement ouvert. Par contre, on leur demande de communiquer le prompt qui est fait derrière. Il y a un souci de transparence aussi, il y a un peu une charte éthique un petit peu à mettre entre nous, quoi. Hein, c'est vraiment des choses mais oui, les salariés, sinon on rentre dans le shadows IT avec celui qui l'utilise et qui le dit pas, quoi. Ça manque de transparence, quoi. Moi, dans mes slides, là, il y avait un coup, il y avait Mistral et un coup, il y a eu Perplexity pour utiliser et Perplexity cite des sources. C'est intéressant pour ça parce qu'il cite beaucoup de sources aussi derrière. Si vous demandez à ChatGPT de citer ses sources, des fois, vous allez tomber de votre arbre, hein. Mais c'est quoi cette source? Parce que quand il ne sait pas, il peut recréer des choses. Donc c'est les fameuses peut-être hallucinations dont parlait tout à l'heure une personne dedans. Mais oui, attention à ça, l'analyse critique elle va être très très importante, ça va être vraiment une compétence à développer ça. Mmh. Super. Merci. Alors, un point d'information par Monsieur Larope. Merci pour ce point d'information. Également. Et puis, alors, une question d'Olivier, qui est psychologue du travail auprès des entreprises et qui craint qu'un manque de consultation des partenaires sociaux et des salariés sur l'IA et sa mise en place entraîne rapidement des conflits importants. Donc, d'après vous, c'est sa question, sur quel point serait-il bien d'interpeller les entreprises qui ne se posent pas encore ces questions, mais qui vont probablement être concernées dans quelques années? Bah, je dirais déjà qui est responsable quand l'information est fausse et que c'est une IA qui l'a mis au nom de l'entreprise? Ça déjà, donc la responsabilité à travailler sur ça. Et puis, bah, la sensibilisation, là-dessus, quoi. Dire vraiment: «Attention quand vous utilisez une IA, là, besoin de voilà, respecter les règles, la transparence et autres». C'est une formation. La formation doit être les partenaires sociaux doivent être impliqués dedans, oui, parce qu'il y a vraiment une mise à l'écart sinon. Ça, c'est pas bon non plus. Ouais, ouais.
parce que chacun a une part de responsabilité dedans. Ouais. Merci, merci Anne. Alors la dernière question, puisqu'on arrive au bout de ces 45 minutes justement de webinaire. Donc Nadège, bien entendu, vous pourrez revoir tout le diaporama puisque ce webinaire est enregistré et donc vous aurez l'occasion de vous délecter de chacune de ces diapos et notamment celle concernant la carte que vous pouvez revoir. Mais une dernière question alors de Monsieur Larobe justement, alors qui ouvre sur un nouveau sujet parce qu'il nous dit la chose suivante. Donc est-ce que l'IA peut-elle être éthique? Ou sa question, c'est plutôt comment pouvons-nous gouverner l'IA de manière éthique? Donc, il ouvre un petit peu le sujet en changeant, j'ai envie de dire, le thème de ce webinaire. Alors, on a 3 grandes lignes. On a vu qu'il y avait la ligne américaine, il y a la ligne asiatique et puis il y a la ligne européenne. Je dirais que je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je dirais que sur la ligne européenne, il y a quand même plus de. On commence pas à réglementer l'IA, mais à poser un cadre légal autour de l'IA pour pouvoir justement réagir sur ça. Donc, d'avoir une IA éthique, ça va être, c'est de la gouvernance après de chacun, ça va être des entreprises qui vont chacun mettre dedans. Il y aura des procès au même titre qu'il y a eu on a vu des choses arriver dans les entreprises avec un peu des réutilisations du plagiat, pas du plagiat, mais en fait de non-respect des brevets, vous voyez, des choses comme ça. On aura ça, pareil. Mais il y a un cadre légal qui nous sécurise un peu derrière, quoi. Il n'y a que ça. Moi, je ne vois pas trop. L'IA éthique, c'est chacun. C'est une question de comportement. Je disais tout à l'heure pour finir, pour conclure les slides, c'était qu'en fait, l'IA, son utilisation, c'est une question de comportement. Donc, il y a une population qui sera toujours à chercher, pas des biais, mais à chercher à biaiser un peu le système pour avoir les informations qu'il veut. Maintenant, il faut un peu se protéger en amont parce que quelle utilisation sera faite de ces informations obtenues? C'est ça. On va créer des fichiers, on va faire quoi? On se pose la question. La dernière, je vois, oui. Oui, effectivement. Alors, vous avez vu quand même que j'avais aucune information sur les IA russes, hein, quand même. Voilà. Non, pas pour Donc l'instant. peut-être que c'est un implant spécial qui a été fait lors d'un voyage, je ne sais pas. Allez, Allez savoir. Est-ce que Trump a essayé son fameux implant du cerveau? On ne sait pas. Ah, vous pensez que ça vient de Musk, justement, tout ça? Ah, c'est lui qui travaille sur l'implant sur le cerveau, hein. On n'en parle plus beaucoup, mais il travaille toujours dessus, hein. C'est vrai, peut-être qu'il a trouvé justement son meilleur cobaye. Son cobaye Bien, de on va rester compétition, sur ce trait d'humour. Merci beaucoup, Anne, pour tout cet éclairage. Merci pour ce Merci à temps vous, en tout cas. consacré pour justement ce focus sur toutes ces questions qu'on se pose. Donc, vous allez, dès que le replay sera prêt, on vous enverra, ou en tout cas, vous recevrez le lien pour revoir justement ce webinaire passionnant. Et puis, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour le 8e webinaire de CNAM Entreprise. Bon appétit. Merci à vous, en tout cas. Et à Bon très appétit, bientôt. ouais. Merci. Au revoir. Au revoir.